Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau dimanche en politique. Avec à mes côtés aujourd'hui Anthony Brulès pour une émission spéciale consacrée au FC Nantes. Il a été le club de cœur de tellement de supporters. Il est aujourd'hui, osons le mot, la risée de beaucoup d'observateurs, amoureux ou pas du football. Le FC Nantes, Anthony, est dans l'une des périodes les plus compliquées de son histoire. Effectivement, 4 entraîneurs dont un intérimaire en l'espace de 3 mois. Seulement 4 victoires en 25 matchs de championnat, une élimination en 32e de finale de Coupe de France 2020-2021 et vraiment l'anus horribilis du côté du FC Nantes et une relégation en Ligue 2 n'a jamais semblé aussi plausible. Alors, comment en est-on arrivé là ? Quelles conséquences au-delà même du terrain, politique, économique pour l'Empire Kita ? L'actuel président, on le sait, est contesté par les supporters et cerné par les enquêteurs du fisc. Pendant une demi-heure, nous allons donc faire le point sur la situation du FC Nantes en compagnie de nos invités. Une émission, précisons-le, enregistrée vendredi avant la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, retour sur ces derniers mois cauchemardesques pour tous ceux qui aiment le football et surtout le FC Nantes avec David Jouya et Florence Thibert. Ça m'inspire qu'on passe pas une très bonne saison. Le plus important, c'est de garder le FC Nantes en Ligue 1. On en est là. À voir les praticiens se succéder au chevet du malade, la famille s'inquiète. Tout commence avec l'arrivée de Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes en août 2019. Le Breton, adepte des belles mécaniques collectives à l'ancienne, ravive ce parfum suranné et illusoire d'un jeu autrefois qualifié de « à la nantaise » qui serait Kita compatible. Après, chacun sa personnalité, on verra. Si je suis viré dans un mois, 16 mois finalement à la tête du FC Nantes, bel exploit de Gourcuff licencié le 8 décembre dernier après une série de 4 matchs sans victoire. Heureusement, la Maison Jaune dispose en Patrick Collot d'un entraîneur intérimaire perpétuel. On m'a demandé de rendre service au club. Je ne suis pas carriériste. C'est mieux. 4 matchs sans victoire plus tard, émerge le nom qui claque comme un tacle appuyé, le Voldemort du football français, Domenech. Raymond va sauver des Canarisés perdus et se réhabiliter lui-même un petit peu aussi, avec son image ternie par le fiasco de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. Je n'ai pas de plan de carrière. Je veux dire, je suis venu ici pour, en premier, allez, je vais le dire égoïstement, pour me faire plaisir. Alors là, comment dire, c'est parti en sucette. Dire que les supporters qui ont le FC Nantes chevillé au corps n'ont pas aimé est un euphémisme. La venue de Raymond Domenech a nourri leur rancœur à l'égard des patrons du club, Valdemar et Franck Kita. Le bilan de Domenech a mis tout le monde d'accord, 4 nuls, 4 défaites, 46 jours passés à Nantes, on arrête les frais, on appelle le pompier de service. Rappelez-vous l'entraîneur intérimaire qui apprend le départ de Domenech par la presse. Ne me demandez pas, je ne suis pas au courant, je ne sais rien, j'ai préparé le match, je sors du match, je suis suffisamment énervé par le match, voilà. Pour remettre le maillot jaune à l'endroit, Kita appelle Comboiré. Allô Antoine, il y a ton club de cœur, que tu as quitté il y a 30 ans, à sauver. Sentimental et revanchard, Comboiré a accepté. Après un premier succès à Angers dimanche dernier, le FC Nantes compte autant de victoires cette saison que d'entraîneurs. Et oui, on en est là sur cette situation qui méritait bien donc qu'on s'arrête sur le FC Nantes d'aujourd'hui et de demain avec nos invités. Bonjour Simon Rongoat. Bonjour. Vous êtes journaliste à It West et vous vous occupez aussi du podcast du groupe Ouest France, podcast hebdomadaire Sans Contrôle. Bonjour Loïc Folio. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à Ouest France où vous suivez notamment particulièrement l'actualité du FC Nantes. Est-ce que pour vous, on vit là la pire saison dans l'histoire du club ? Il y en a eu déjà des calamiteuses. Celle-ci l'est particulièrement en raison à la fois du contexte sportif, parce que Nantes est 18e, et en dépit de la victoire à Angers, on sent quand même pas une équipe dans une dynamique extrêmement positive. Et puis parce que de façon extra-sportive, si je puis dire, il y a pas mal de faits, de vents contraires, que ce soit contre la direction ou les techniciens. Statistiquement, de toute façon, ça se vérifie. Nantes n'a jamais aussi peu gagné en Ligue 1. Nantes n'a jamais connu 4 entraîneurs, si on compte Patrick Collot comme l'un d'entre eux en une seule saison. Donc on est vraiment, oui, dans quelque chose de catastrophique. C'est une forme d'apothéose aussi, si on peut le dire ainsi, de la période Kita au FC Nantes. Oui, parce que si on revient justement sur Valdemar Kita, arrivé donc en 2007, en août 2007 au club, il termine sa 14e année au FC Nantes. On le disait, 4 entraîneurs cette année, ça s'est jamais vu quand même si lui, il utilise les entraîneurs un petit peu comme des Kleenex. Oui, c'est exceptionnel, mais c'est parce que la direction du FC Nantes a paniqué. La peur de la Ligue 2, tout simplement. Donc, mais le licenciement de Christian Gourcuff
ne visait pas à être aussi catastrophique ensuite. C'est parce qu'il ne trouve pas de successeur immédiat que Patrick Colo est là pendant 4 matchs. Et puis, il y a l'erreur de casting incroyable de Raymond Domenech. C'est juste avant Noël, d'ailleurs, que Raymond Domenech est nommé. Et là, c'est le début de la fin. Et c'est peut-être au niveau national, tout le monde prend connaissance du FC Nantes comme étant la risée du foot français. En même temps, on dit 4 entraîneurs, c'est exceptionnel, mais moi je vois rien d'irrationnel dans la gestion du FC Kita, qui est une succession d'inepties, de choix extrêmement contestables, et finalement 4 techniciens, 4 entraîneurs sur le même banc au cours d'une même saison, on se dit pourquoi pas. Alors ça, c'est vrai que c'est une expression qui revient souvent. FC Kita, maintenant, on entend beaucoup aussi du côté des réseaux sociaux, des supporters. C'est plus le FC Nantes, c'est le FC Kita. Mais de toute façon, moi, ce que je crois personnellement, c'est que pour moi, le FC Nantes, il commence à être un peu, entre guillemets, en état de mort cérébrale. Le jour où on limoge Reynald Denouex, c'est en 2001. Il y a Jean-Luc Grippon qui est là. Le club a basculé dans un autre univers, une autre dimension, notamment économique. Et c'est à partir de là que les changements de coach deviennent réguliers à plus ou moins grand intervalle. Kita n'a fait qu'accélérer ce processus. Il est même exacerbé sous son mandat, c'est sûr. Ça veut dire que la faute, elle repose vraiment sur le président, bien plus que Christian Gourcuff, défini comme pas assez communicant, comme Raymond Domenech, trop laxiste. Non, c'est pas le problème, en fait. Non. Parce que, pour moi, le problème, il est à la tête du club. Et après, donc, quel que soit le fameux l'entraîneur, ruissellement, bon ou mauvais, il s'applique aussi aux sportifs. Et après, les responsabilités techniques sont partagées. Mais le problème principal, et pour moi quasiment unique, du FC Nantes, c'est son président. Alors, on parlera dans la deuxième partie de cette émission de la suite, éventuellement de l'après-Kita, parce que pour l'instant, on est encore avec ce président Valdemar Kita qui ne lâche pas les rênes de son club, mais on verra si ça va durer. On voit en tout cas, si on reste sur l'aspect sportif, qu'ils sont nombreux à continuer à dénoncer la situation actuelle, pas tellement, puisque c'est compliqué d'avoir des langues déliées sur le FC Nantes. Des anciens, en tout cas, Vahid Halilhodžić, qui parle d'un gâchis, d'une improvisation et d'une incompétence à tous les niveaux, en pointant du doigt le fait qu'un entraîneur au FC Nantes n'a jamais eu tellement d'autonomie, de toute façon. Non, parce qu'il ne recrute pas les joueurs. Il participe assez peu au recrutement. C'est le domaine réservé de la direction du FC Nantes, de Valdemar Kita, qui adore les périodes, je vais dire adorait, puisque la dernière période de mercato, c'est resté très calme, mais qui adore ce moment du mercato et de choisir lui-même les joueurs qu'il verra évoluer. Qui ne fonctionne pas comme ça dans les autres clubs. Mais c'est-à-dire qu'il y a une politique sportive dans de nombreux autres clubs avec un directeur sportif qui donne le là ou un manager général, l'entraîneur qui, en lien avec ce directeur sportif, participe au choix des joueurs et définit une politique de club. Là, il n'y a pas de directeur sportif officiel. Non, il y a un coordinateur sportif qui est Monsieur Mao, mais qui concrètement ne donne pas le là du tout en matière de recrutement, en matière de lien entre la formation et les professionnels. Donc non, ça n'existe pas, la politique sportive au FC Nantes. Et la plus belle preuve, c'est le nombre d'entraîneurs qui se sont succédés. C'est-à-dire qu'entre les différents entraîneurs, il y a de telles différences de style. Il n'y a plus d'identité dans ce club, d'identité de jeu, de philosophie de jeu. Oui, on est capable de passer d'un Christian Gourcuff à Raymond Domenech ou Antoine Comboiré qui vient de débarquer, 3 entraîneurs totalement différents. On va revenir, messieurs, mesdames, sur l'organigramme du FC Nantes. Mais moi, je voulais donner la parole justement aux supporters qu'on est allé voir. On parlait de Raymond Domenech tout à l'heure. Écoutez, justement, Raymond Domenech, visiblement, c'est pas lui la cible. Le problème, il est pas Raymond Domenech. Il connaît le football, mais je pense pas que c'est un pansement sur une jambe de bois pour moi. Et contrat 6 mois, il y a aucune stabilité dans ce club. Il n'y a pas de perspective. Et là, on est tout près de la Ligue 2. Clairement, le FC Nantes ne peut pas rester aux mains de la famille Kita. C'est une nécessité absolue. Il en va de sa survie, puisque la famille Kita n'est pas capable aujourd'hui de l'afficher véritablement. On le fait pour elle. Le FC Nantes est à vendre. Et on en reparlera de cette vente du FC Nantes qui revient un petit peu comme une sempiternelle question. On va revenir sur l'organigramme puisqu'on parlait de Philippe Mao, coordinateur sportif. On le sait tous également puisque dans la plupart des clubs, il existe des directeurs sportifs. Il y en a un officieux. C'est Moji Bayat, on va le voir justement en image. Alors, cette personnalité, on va dire, du foot belge, du foot international, travaille aux côtés de Valdemar Kita. Il recrute pour le compte du FC Nantes. Il refuse en tout cas qu'on l'appelle directeur sportif officieux du FC Nantes. C'est un agent très influent, notamment en Belgique, qui facilite de nombreux transferts en France. Et il est devenu tellement influent auprès de Valdemar Kita, en l'absence de direction sportive, qu'il fait la pluie et le beau temps, comme d'autres l'ont fait avant lui, d'autres agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nantes ne peut pas recruter sans passer par Moji Bayat et ne peut pas vendre non plus, souvent, sans passer par Moji Bayat. Et juste ce que je voulais rajouter par rapport à ce que l'on disait précédemment, c'est quand même que la
plus belle période du FC Kita ou du FC Nantes, vous l'appelez comme vous voulez, c'est quand même quand le club a été interdit de recrutement. Et, il y a quelques années. Il y a quelques années, avec les Do, Bessa, Vigno, etc., où là, les gens arrivaient à s'identifier à une équipe qui était composée de joueurs modestes, dans tous les sens du terme, mais qui au moins se dépouillaient. Là, c'est plus du tout le cas. On arrivait à s'identifier du côté des supporters à ce moment-là, ouais. mais plus généralement, la perte d'identité, effectivement, elle est ancienne dans l'ère Kita. Il y a un chiffre qui est marquant, c'est le premier match de Colo, donc quand Gourcuff est débarqué sur la pelouse, dans le 11 titulaire, il n'y a aucun joueur... On est au mois de décembre 2020. Ouais, aucun des joueurs n'est issu du centre de formation du FC Nantes. Ça passe très mal d'ailleurs. Hein, c'est le symbole d'une politique qui a raté, d'une politique de recrutement, avec plus d'une centaine de joueurs recrutés dans tous les sens. Et on a besoin d'identité quand on est supporter du FC Nantes. On a besoin d'ancrer le club. Il y a un nom qu'on a très peu cité, c'est celui d'Antoine Kombouaré, qui est quand même l'entraîneur actuel. Est-ce que pour vous, il peut sauver les meubles ? Je ne parle même pas d'une non-relégation en Ligue 2, mais au moins ramener un peu d'esprit, de souffle. On l'a vu déjà sur le match face à Angers. Non, moi je pense que quels que soient les entraîneurs qui se succèdent dans la configuration actuelle du club, Antoine Kombouaré ou Casimir, vous pouvez mettre qui vous voulez, ça ne changera absolument rien. Alors, on parlait de recrutement et du recrutement fait en collaboration avec Moji Bayat. Je propose d'écouter Emmanuel Merceron, il est observateur du FC Nantes, ancien salarié d'ailleurs, et il nous parle notamment de 3 joueurs passés par la Belgique. On l'écoute. Il n'y a aucun succès en fait. Anthony Libombé, si le club descend en Ligue 2, ça va tourner à l'accident industriel. 8 millions, voire 10 avec les bonus qui n'ont pas pu être touchés parce qu'on n'arrive pas à finir à des bonnes places en championnat. Mais c'est échec sur échec en termes de recrutement. Renaud Aymon, 3,5 millions. Khalifa Koulibaly, 4 millions. Anthony Libombé, 8 millions. On est rendu à presque 16 millions d'euros sur ces 3 joueurs-là qui jouent même pas un tiers des matchs, quoi. Peut-être que ça va se finir avec une relégation en Ligue 2 et peut-être pire, puisque c'est vraiment l'année où il ne faut pas descendre pour un club avec un budget comme Nantes. Voilà, c'est vraiment l'année où il ne faut pas descendre, simplement avec le recrutement. Essayez de me donner, messieurs, on en parlait entre nous, mais un joueur vraiment de gros calibre amené par Moji Bayat. Ah, par Moji Bayat ? Oui, c'est-à-dire qu'il a ramené une douzaine de joueurs depuis qu'il est au FC Nantes. Est-ce qu'on en a un qui nous saute aux yeux ? On est sans voix parce qu'il n'y en a pas. Alors lui, il dit Jonathan David. David, oui, c'est ça. Ah oui, alors il était à Lille. Voilà. Il était intermédiaire dans le transfert au LOSC de Jonathan David. Mais à Nantes. À Nantes, il n'y en a pas. Il y a énormément d'erreurs de casting dans le recrutement. Il y a eu quelques bons coups aussi. Guillaume Gillet. Voilà, Guillaume Gillet, Diego Carlos, Lucas Lima, dans une moindre mesure. Il y a eu quelques Diego Carlos, c'est pas plutôt Olivier Monterrubio Je ne dis pas que c'est Moji Bayat. Moi, je parle de Moji Bayat. Il est intervenu dans le deal. On voit en tout cas qu'il n'y a pas grand nom qui saute aux yeux. Il n'y a pas de nom qui visiblement vous interpelle immédiatement. Est-ce que la Ligue 2, selon vous, elle est proche ? Elle est même inéluctable ? Nantes est dans la zone rouge, en position de barragiste actuellement. Donc oui, elle est dans le viseur du FC Nantes sur cette lancée-là. Les chiffres sont tellement catastrophiques que si Nantes n'est pas encore relégable, c'est parce que les autres, c'est une saison inédite et que les autres sont aussi au ralenti, en l'occurrence Nîmes et Dijon. Mais sur cette dynamique-là, Nantes file vers la Ligue 2. Ouais. Avec un calendrier qui... c'est Nîmes le 28 février, Reims le 3 mars, des mal classés plutôt, à Nîmes encore plus mal classé que Nantes. Mais le PSG le 14 mars, ça se corse un peu. Ouais, elle n'est pas inéluctable pour moi, la descente, parce qu'il y a aussi faible autour jusqu'à la 15e place, voire 16e avec Saint-Etienne, Strasbourg. Il y a déjà un gap, il y a déjà un creux. Il y a 7 points d'écart avec le 15e. Mais il va falloir les compenser. Oui, mais ce n'est pas rédhibitoire, parce que ce sont des équipes qui n'ont aucune marge. Et franchement, dans la médiocrité, tout le monde se tient à peu près. Moi, je ne condamne pas Nîmes non plus, même si les chiffres disent le contraire. En tout cas, Nantes est mal embarqué. Ce sont des formations qui savent dès le départ, depuis le début, qu'elles vont jouer le maintien. Donc, sauf Nantes. Sauf Nantes, jusqu'à la 38e, sauf Saint-Etienne. Strasbourg n'y pensait pas forcément non plus. Donc il y aura match. Mais donc ce sera à suivre journée de championnat après journée de championnat. Merci beaucoup Loïc Folio d'avoir été en tout cas avec nous. Vous allez laisser votre place dans un instant, pas tout de suite, à un autre invité. Ce sera Thibaut Dumas qu'on retrouvera parce qu'au-delà des résultats sportifs, des résultats, il y a aussi les résultats financiers de Waldemar Kita. L'homme n'est pas seulement le président du FC Nantes, c'est aussi un millionnaire à la tête de multiples entreprises. Son train de vie, sa domiciliation intéresse le fisc français, la justice aussi. Et sur ce sujet, le site d'investigation Médiacité a mené un gros travail d'enquête. Nous en parlerons donc dans un instant avec Thibaut Dumas. Mais d'abord, on a voulu en savoir plus sur l'Empire Kita avec Éléonore Duplay et Mariano Zadonaïski. Répartis dans plusieurs sociétés basées au Luxembourg et en Suisse.
Kita possède aussi des parts dans une société qui fait voler son jet privé, dont il facture les déplacements au FC Nantes, et une société offshore avec laquelle il a acheté ce yacht. C'est ce qu'ont révélé en 2016 les fuites des Panama Papers. L'année suivante, le parquet national financier ouvre une enquête sur Valdemar Kita pour blanchiment et fraude fiscale. Dans le même temps, à Nantes, l'homme d'affaires voit basculer son grand projet. Pourquoi on veut faire ce stade? Parce que Nantes a besoin de ce stade. Parce que Nantes veut faire un grand stade. Pour le Yellow Park, Kita avait monté une nouvelle filiale de sa holding située en Belgique. Le grand projet aurait permis de faire grimper la cote et la valeur du FC Nantes. Il est abandonné en 2019. L'année suivante, la justice saisit plusieurs biens de Valdemar Kita. La pandémie vient de vider les stades et une partie des caisses du FC Nantes. Une mauvaise passe pour l'homme qui ne voulait pas perdre. Bonjour Thibaut Dumas. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Dimanche en politique. Vous êtes journaliste au site d'investigation en ligne Médiacité. Vous avez écrit plusieurs articles sur Valdemar Kita, ses entreprises et ses démêlés avec les services fiscaux. Alors vous avez consulté le dernier bilan financier du club. Comment se porte le FC Nantes ? C'est une situation fragile, difficile comme tous les clubs professionnels. Le FC Nantes ne fait pas exception à la règle. Les recettes de sponsoring, les recettes publicitaires ont fortement diminué. La billetterie, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y en a plus depuis cette saison. Donc ça crée une vraie fragilité. Mais ce n'est pas un club en faillite. Non, pas du tout. Ce n'est pas un risque parce qu'on voit bien qu'il y a des négociations politiques. Il y a encore eu, il y a 3 jours de cela, une rencontre entre des ministres et des dirigeants de club et le président de la LFP pour pouvoir négocier en fait que les clubs ne payent pas peut-être une partie des prêts garantis par l'État qu'ils ont eus. Voilà, le FC Nantes lui-même a eu un prêt garanti par l'État l'année dernière de plus de 10 millions d'euros. Il a profité aussi d'exonération de charges patronales. Plafonné à 800 000 euros. Donc, ils sont dans toutes les mécaniques d'aide aux entreprises, encore plus fortes pour les clubs sportifs professionnels. Après, la particularité du FC Nantes, c'est la situation financière. Il y a quasiment plus d'investissement dans le club du propriétaire unique, président Valdemar Kita, depuis 2013. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il arrive au club en 2007, Valdemar Kita, il ne faut pas oublier que c'est un amoureux du foot. Il fait ça, je pense, par plaisir. Et il y a l'idée derrière, il l'évoque dès 2007 d'ailleurs, d'éventuellement faire une culbute à la revente. Dès 2007, il parle de construire un nouveau stade. Donc il y a l'amour du foot, mais c'est pas un philanthrope non plus. Exactement. Donc les deux un peu s'entremêlent. Et jusqu'en 2013, il investit plutôt beaucoup parce que plus de 55 millions d'euros. 55 millions d'euros. Personnel, d'argent personnel. D'argent personnel, c'est ses comptes personnels en Belgique, plus 8 à 10 millions d'euros à l'achat. Voilà, ça vous donne à peu près la somme qu'il a investie. Et jusqu'en 2013, on se rend compte que c'est une politique sportive déjà assez erratique. Il y a vraiment la difficulté déjà à s'inscrire en Ligue 1, tout simplement. Et donc là, vraiment, il tourne, il change totalement de politique. Et là, il va activer ce qu'on appelle le retour à meilleure fortune, parce que cet argent qu'il a investi dans le FC Nantes, en fait, il l'a prêté au FC Nantes via sa holding belge. Il n'a pas donné, il n'a pas fait d'augmentation de capital, par exemple. Et donc, depuis 2013, il récupère de l'argent. Aujourd'hui, il a récupéré un peu moins de 20 millions d'euros. Donc, si vous faites le différentiel, ça peut donner une idée de combien il lui reste à récupérer, 37 millions à peu près. Ces 20 millions d'euros, il les récupère à travers quoi ? En fait, aujourd'hui, le FC Nantes est à cheval entre 2 modèles. Le modèle, on va dire, lyonnais, qui est de vente de joueurs formés au club. Voilà, Lyon est le club vraiment de l'élite, de l'excellence en la matière au niveau européen. Donc voilà, on forme des joueurs qu'on vend très rapidement. D'ailleurs, on voit que le FC Nantes a du mal à garder 1 ou 2 années en plus ces joueurs formés par rapport à Rennes, par exemple, à côté, Cavaminga cette année, typiquement. Donc ça, c'est le modèle 1. Et le modèle 2, c'est l'ultra-trading. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, pas forcément des joueurs formés. Lille et Monaco sont des spécialistes. Et depuis 2-3 ans, Kita, via Mogi Bayat, fait ça. Avec des joueurs nettement moins bons. Nettement moins bons. Et on le voit de la quantité. Et qui rapportent donc moins. L'année dernière, quand on regarde là, au 30 juin 2020, c'est quasiment 40 transferts. Donc, à peu près moitié de sortie, moitié d'entrée. Donc, ça vous donne le niveau. Ça fait quasiment 2 effectifs complets qui ont été échangés. Ça montre bien que, quelque part, le FC Nantes, ça reste quand même une entreprise aux yeux de Valdemar Kita et pas seulement un caprice. Il veut faire de l'argent avec cette entreprise parmi tous ces autres. Les supporters, c'est légitime. Pour eux, c'est un objet d'affection, un objet culturel. C'est tout un tas de choses. Il reste que c'est une entreprise privée dont il est l'actionnaire à quasiment
100%. Oui, 99, plus de 99%. Voilà. Et donc, c'est que lui qui peut décider de vendre. Et il peut y avoir tous les contextes qu'on veut. C'est que lui qui peut décider de vendre et surtout avec quelle somme, quoi. Alors, est-ce que justement, il pourrait être amené à être obligé de vendre parce que le parquet national financier a ouvert une enquête en 2017. Il pourrait écoper d'une très lourde amende, plus de 20 millions d'euros. Est-ce que finalement, Waldemar Kita, ce ne serait pas un choix, mais une obligation pour lui de vendre pour se renflouer et pour payer? Alors, Waldemar Kita, il a touché 130 millions d'euros de la vente de sa première entreprise. Et là, selon nos calculs, il a touché 100 millions d'euros au Luxembourg depuis la création de sa seconde, voilà, dans l'esthétique. Donc il n'est pas dans le besoin. Il n'est pas aux pièces financièrement. Mais c'est un homme d'affaires et peut-être qu'il y a un moment où ce sera trop. Trop à payer, ça serait trop de pertes pour lui. Moi, je pense que ce n'est pas finalement trop le contexte politique, local, sportif, tout ce que vous voulez, les relations avec les supporters qui vont jouer. C'est peut-être effectivement l'aspect financier. Et il faut se rappeler que tout ce qui va compter, c'est le prix de rachat. Pour compléter ce que dit Thibaut, parce que je ne suis pas d'accord sur le contexte local. Je pense quand même que ces dernières semaines, il faut ajouter le Kita Circus, le buzz que ça a fait pour lui, pour ses proches, pour sa famille. Je crois que certains de ses proches l'incitent de plus en plus à se séparer du FC Nantes qui fait un tel bad buzz. C'est vrai que c'est très négatif. Le Kita Circus, on va expliquer ce que c'est. C'est une campagne avec d'affichage, notamment dans la ville de Nantes, assez massif, où on ridiculise. On ridiculise Waldemar Kita, le nom de Kita. Et donc, qui est dessiné en clown. Ceux qui le portent, il a reçu près de 500 cartes postales à son adresse parisienne avec un clown qu'on voit à l'écran à l'instant. Donc c'est vrai que ce n'est pas la considération principale, Thibaut, mais je pense quand même que le contexte, il est lâché par certains de ses sponsors qui voient leur image associée à Waldemar Kita. Et ça, c'est quand même un souci. On moque des sponsors qui, eux, apportent de l'argent. Les sponsors, c'est proche. Le tissu politique aussi. On se souvient que l'échec du Yellow Park a été assez décisif. On s'est dit d'ailleurs qu'il pouvait quitter le FC Nantes à ce moment-là. Il est resté un peu, mais ça a été un échec retentissant et un vrai divorce avec les politiques locaux. Alors justement, on a posé la question à Ali Rebou, mais voilà, pour une question de planning, ce n'était pas possible de le rencontrer. Mais Ali Rebou, c'est l'adjoint, le vice-président à Nantes Métropole chargé des sports. Et on l'écoute, c'était lors du dernier conseil métropolitain à Nantes Métropole, vendredi de la semaine dernière. Il parlait du FC Nantes en se faisant finalement assez peu d'illusions sur les moyens de pression que pourrait avoir une collectivité. Écoutez bien, le son n'est pas très bon. Est-ce que vous pensez que c'est Johanna Roland ou moi-même qui allons décider des changements divers d'entraîneurs? Est-ce que vous pensez que c'est moi ou Johanna Roland qui allons influencer le président d'un choix d'un site ou un autre? J'ai toujours dit, la décision reviendra au président Kita. Et on le connaît tous, il est capable, il est imprévisible, il fera ce qu'il veut au final. Bon, ça a au moins le mérite de la lucidité de la part de ces politiques. Ça veut dire, Simon, que Nantes Métropole n'a aucun droit de regard sur l'avenir du club phare de la ville? Aucun droit de regard, pas vraiment, puisqu'il y a une convention qui lie quand même le FC Nantes avec la ville, notamment en ce qui concerne les équipements, la Jonelière, la Beaujoire. Qui va d'ailleurs être renégociée d'ici le mois de juin. Qui va être renégociée, oui, c'est ça s'achève d'ici le mois de juin, puisqu'il reste un an derrière. C'est aussi l'image d'une ville, donc les politiques locaux sont obligés de s'y intéresser de près. Mais comment ils peuvent peser ? Puisqu'on voit bien que face à un président comme Waldemar Kita, visiblement, ils n'ont pas tellement de prise. Difficilement, et ça revient à ce que nous disait Thibaut tout à l'heure, c'est qu'il est quand même le seul décisionnaire de la vente du club. Mais la pression se resserre quand même autour de lui avec l'enquête du parquet national financier qui pourrait être décisive. Alors c'est vrai qu'on entend aussi, Thibaut, puis on en reparlera avec vous tout à l'heure, mais on entend de plus en plus, même si c'est encore peut-être pas assez, mais d'anciens joueurs du FC Nantes s'exprimer sur la famille Kita, sur ses 14 années de présidence. On va écouter l'un d'entre eux qui, depuis quelques semaines, c'est vrai, fait pas mal le buzz. C'est Sébastien Piocel qui n'a pas hésité à parler de Waldemar Kita et notamment de ses 14 années de présidence. Pour lui, c'est beaucoup trop long, on l'écoute. Quand on fait le bilan de l'ère Kita, il est catastrophique. Il est catastrophique en termes de résultats. Et donc, à un moment donné, il faut passer la main. Il faut passer la main. Il n'a pas réussi, il a échoué. C'est pas quelqu'un, je pense, qui a la fibre football. Il pense s'y connaître, mais bon, voilà, on voit qu'il s'entoure mal. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Il faut partir. Il faut vendre, forcément. Il faut qu'il s'y retrouve aussi. Mais il faut déjà que lui prenne conscience que pour lui, le FC Nantes, ça doit être derrière lui, qu'il a échoué. Et puis, bon, s'il veut reprendre un autre club en Suisse ou ailleurs, voilà, qu'il s'en aille. Et Sébastien Piocel qui parle de la Suisse, et c'est pas fin, puisqu'on le sait, Waldemar Kita était président de Lausanne Sport avant d'être président du FC Nantes, et ça s'était mal terminé, Thibaut. Ouais, il était parti un an avant la faillite. Voilà, il avait réussi à retomber sur ses pattes. Alors, Est-ce que ça pourrait être le même exemple, en fait?
Non, on avec ne pourrait le FC peut-être pas Nantes. aller jusqu'à la faillite, mais je pense, pour rebondir sur l'histoire du contexte, qui a changé, c'est peut-être qu'il a réalisé qu'il va avoir du mal à replacer son fils dans une nouvelle direction. Parce que c'était l'objet des négociations sur la première vente qui a avorté avec ce fonds Il y a un an et demi, là. britannique, complètement ubuesque et tout ça. Mais bon, bref, il y avait quand même en négociation le fait de laisser le fils Franck Kita à la direction générale du club, direction sportive, enfin voilà. Mais comment un repreneur peut accepter que l'ancien directeur général reste en place? Aujourd'hui, ça paraît difficile, voire impossible. Donc c'est peut-être ça qui tend la situation. Et ce qui tend aussi la situation, c'est le contexte général du football. Je veux dire, cette année, le FC C'est pas le bon Nantes... moment pour Waldemar Kita pour vendre? C'est pas du tout le bon moment. Mediapro devait verser environ 40 millions d'euros au FC Nantes de droits télé cette année. Mediapro, Canal, voilà, mais c'est surtout Mediapro. Ils en ont touché 20 millions. Voilà. Moitié moins. C'est à peu près ça, les ordres de grandeur, c'est moitié moins. Donc on est vraiment dans un mauvais contexte pour vendre. On est dans un mauvais contexte pour Même vendre s'il parce qu'il avait y a le risque de redescente en Ligue 2. Si ça redescend, c'est une Et pourtant, une il vente y a des rumeurs, même plus que des rumeurs, hein, sur des repreneurs potentiels, en tout cas des personnes qui seraient intéressées. Le nom de Michael Landreau circule fortement depuis quelques jours. C'est une hypothèse qui vous semble plus que... plausible? Des rumeurs, il y en a quasiment depuis le rachat du club par Mais Michael Waldemar Landreau, Kita. c'est pas n'importe qui à Nantes. Alors, ça serait quand même un contre-exemple dans la situation du football français, parce qu'aujourd'hui, tous les rachats de clubs qu'on a, c'est que des fonds étrangers quasiment. Et les modèles d'actionnariat locaux, même à plusieurs têtes, voilà, il n'y en a quasiment pas, je veux dire, dans l'élite en Ligue 1. Ça peut arriver, je ne dis pas que... Voilà, mais c'est plutôt à contre-courant de ce qui se fait. Il faudrait qu'il y ait... des investisseurs qui ont les reins solides. Parce que ça coûte combien de racheter le FC Nantes? On a Alors, une idée de la valeur de ce club estimations l'année aujourd'hui? dernière, avant crise, c'est entre 60 et 100. On peut estimer que maintenant, c'est plutôt 50 ou 40. Kita aimerait au moins en récupérer 40 ou 50. Donc, c'est dans ces eaux-là. La difficulté, c'est qu'il faut des gens qui non seulement peuvent mettre 50, mais garantissent 100 auprès de la DNCG. Parce que la DNCG demande le double de l'investissement initial. Donc, en fait, parce qu'ensuite, il faut investir. Et ensuite, chaque année, il faut sûr. remettre de l'argent dans les transferts, ce que Kita ne fait plus depuis 5-6 ans. En gros, il faut une surface financière de 200 millions d'euros pour pouvoir racheter le FC Nantes. C'est un projet qui peut être crédible, celui de Michael Landreau, comme d'autres, dans cette idée que le foot a vécu sur une bulle spéculative qui est en train d'exploser. Et peut-être que vendre maintenant, c'est mieux que vendre dans 2 ans, parce que les droits télé se seront normalisés et que les clubs rapporteront encore moins. Donc c'est un calcul que doit faire aussi Waldemar Kita actuellement. Et puis évidemment, l'image de Michael Landreau, c'est l'idée de réancrer les choses localement, redonner une identité. J'en parle depuis le début de l'émission à ce club. C'est ce qui intéresse avant tout les supporters. Et le relier à ces parce que plus ça belles s'inscrit années. dans un patrimoine. Il nous reste très peu de temps dans l'émission. Je voudrais juste votre avis quand même. Est-ce que pour vous, Waldemar Kita, il sera encore là l'année prochaine en tant que président du FC Nantes? Il peut très bien être encore là. Je veux dire, les supporters disent le club est à vendre, mais ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 3 mois. Donc rien n'est joué, Simon? On n'en sait rien. Je crois qu'il est déjà venu sur votre plateau il y a quelques années. Je l'ai eu aussi plusieurs fois en interview. Je pense que lui-même ne sait pas quand il débute une interview ce qu'il va dire 3 phrases après. Donc il est tellement imprévisible que franchement, impossible de répondre. Et puis il faut mesurer aussi la chute que c'est pour lui. À un moment, au moment de la construction du Yellow Park, on parlait de 200 millions d'euros à la vente. Là, on est à 4 fois moins, quoi. Donc ça, ce serait son échec aussi. Et donc, il faut le temps pour lui de le digérer, ça, sur le plan financier. Et ça, on n'y est pas rendu. Merci beaucoup, en tout cas, aux uns et aux autres, d'être venus nous parler de cette situation si particulière du FC Nantes. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été à mes côtés pour ce Dimanche en politique. La semaine prochaine, vous retrouvez Christine Villevoisin qui s'intéressera aux conséquences du Covid sur l'immobilier dans notre région. Je vous souhaite une excellente journée.